Bonsoir à tous et bienvenue à ce 21e épisode du podcast à la coupe saison 2 qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la Montminou à la coupe. C'est une bonne petite blonde qui se boit très bien. Puis l'été s'en vient tranquillement, fait que pourquoi pas en profiter. Aujourd'hui, on se dirige tranquillement mais sûrement vers les séries éliminatoires au travers de la LHJMQ. On a beaucoup entendu parler de la LHJMQ dans l'actualité dernièrement pour des raisons peut-être un peu moins glorieuses, mais entre autres aussi pour le fait qu'on a décidé de retirer les bagarres pour la prochaine saison. Alors, la LHJMQ va avoir sa dernière saison avec des bagarres en séries éliminatoires. Fait que, qui sait, mais ceci étant dit, il n'y avait pratiquement plus de bagarres anyways. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux puisqu'on est présent entre autres sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur, bon, j'en oublie sûrement, je suis désolé, mais enfin bref, on est présent partout au nom de À la Coupe. Également, je vous invite à écouter la notif des sportifs à tous les mardis midi qui est animé par Eric Salvaille, le Rick Salvaille, excuse-moi, il va m'en vouloir. Puis sinon, le coin des rumeurs aussi également animé par Loric, dis-je bien, Salvaille, à tous les vendredis. D'ailleurs, on va rentrer notre invité surprise. Loric, hey, je m'excuse. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette entrevue. Oh! Oh! On n'est pas dans une entrevue! Mon Dieu! Désolé, man. OK. Ah, ça va bien, Loric? C'est des erreurs de parcours, c'est super le fun. C'est le fun. En parlant de fun, j'adore faire des entrevues, mais être une fois dans un podcast depuis 3 semaines, c'est très, très le fun. J'espère que vous avez bien aimé, par contre, des entrevues avec Manix Landry, Daniel Carr et Vincent Rohrer. Je travaille sur d'autres entrevues en ce moment. J'espère que ça va se concrétiser. Mais ouais, oui, les séries éliminatoires de la LHJMQ ce soir, j'ai bien. Ben écoute, je pense que autant toi que moi, on n'est pas nécessairement dans notre champ de compétences numéro 1. Fait que bref, on risque d'en apprendre aujourd'hui. Puis il y a certaines choses que j'ai été assez surpris d'apprendre concernant les séries de la LHJMQ. Entre autres, le format, mais aussi le voyagement que je trouve vraiment très important. Là, pour, c'est une réalité qui est clairement pas la même que la LNH où on voyage en avion puis tout ça. Puis... Non, on parle de plus petit budget pour les équipes. Hein. On est loin des vols nolisés. Exemple, pour une équipe du Titan d'Acadie Batters, mais ils ne sont pas les séries. Là. On s'entend qu'Acadie Batters et les autres équipes n'ont pas le budget du Canadien de Montréal. Fait que ça joue souvent sur l'énergie des joueurs, sur la fatigue. C'est un facteur complètement autre. Je pense qu'il y a une règle aussi des 600 km que PO et que nos collaborateurs vont nous expliquer tantôt aussi. J'ai bien hâte d'entendre tout ça. Oui, exact. Ils vont nous expliquer un peu le fonctionnement des choses pour essayer de balancer un peu cette réalité-là que le Québec il est grand. Ça complique les choses. Alors ce soir, on a avec nous, entre autres, notre spécialiste de la LHJMQ, PO Normand. PO, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Écoute, moi, on m'a dit PO, série LHJMQ, go. J'étais prêt. Écoute, un enfant la veille de Noël. Ou qui attend son chocolat de Pâques, ça dépend de la fête que vous préférez. Puis en plus, ton équipe va être en série, fait que ça, c'est oui, il y a ça, effectivement. Yves, on est chanceux. Bécamo et hockey, là, les gens commencent à afficher, si vous allez voir sur Twitter, tous les partisans du Drakkar affichent le crabe dans leur nom. Donc, j'arbore fièrement le crabe depuis peu. Mais je vous en parlerai un peu tantôt, l'origine de tout ça. Ah, ben oui, c'est super. Et puis sinon, on a aussi avec nous aujourd'hui notre chroniqueuse de la LHJMQ, Gabrielle. Gabrielle, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, et toi aussi, ton club fait partie des séries, ma chère. Oh! Hop là! Oh! Ça commence fort.
Bon, enfin bref. Alors, on va attendre de voir que Gabriel nous revienne, puis on va commencer ça. D'entrée de jeu, PO, est-ce que tu peux nous parler un peu? Là, on a deux équipes qui ne font pas les séries dans toute la ligue. C'est les Foreurs de Val-d'Or et les Titans d'Acadie Batters. Ben écoutez, du côté du Titan d'Acadie Batters, on va se le dire, l'équipe a tout simplement terminé bon dernier de la ligue, 48 points. Ça a été serré même dans le bas. Là, eux et les Foreurs de Val-d'Or, les Foreurs de Val-d'Or avaient 52 points. Du côté du Titan, 48. C'est quand même deux équipes qui sont en mode, je dirais, reconstruction, peut-être un peu plus longtemps de la part du Titan. On s'appelle que ça fait quand même quelques années qu'ils ont gagné la Coupe Memorial. Mais écoutez, pour la suite des choses, les deux clubs sont éliminés pour le moment. Et si vous voulez, on peut laisser rentrer Gabrielle. Je pense qu'elle est prête à rentrer, mais on parlera aussi de ce qui s'en vient pour les deux organisations. Allô? Salut, Gab. PO, il y a beaucoup de rumeurs concernant le déménagement du côté du Titan d'Acadie Batters. Est-ce que le fait de rater les séries serait un des clous sur le cercueil du Titan? Ben, écoute, on entend les fameuses rumeurs comme de quoi là, que M. Sylvain Downs voudrait acheter la concession pour la déménager sur la rive sud de Montréal. Récemment, dans les journaux, justement, les hebdomadaires de la rive sud de Montréal, on aurait avoué que du côté de la Ligue junior majeure du Québec, ce n'est plus dans les plans, ou pas dans les plans plutôt, de déménager la concession de Batters vers là-bas. On le sait, là, pour faire un tour rapide à travers la Ligue, il y a d'autres clubs qui pourraient plus s'afficher comme vendeurs. On sait que l'Armada de Blainville-Boisbriand, Québécois, chercherait à se départir de leur part. Ça voudrait peut-être dire que certains clubs, là, un club de la couronne nord de Montréal pourrait peut-être descendre vers le 4-5-0. OK, mais là, je t'avoue que tu piques ma curiosité. L'Armada est en difficulté en ce moment. Ben, pas nécessairement de difficultés financières, mais on le sait du côté de la Ligue junior majeure du Québec, ça fait quelques années que l'Armada et les Remparts de Québec appartiennent au même propriétaire, donc Québécois Média. C'est pas des cachettes de dire que l'entreprise québécoise a des difficultés financières. On l'a su, il y a eu plusieurs mises à pied. Donc, afin d'aller peut-être se chercher un peu plus d'argent, ce n'est pas quelque chose là, qui est bien caché. Il se pourrait très bien que Québécois cherche à se départir de leur part, mais maintenant de dire qu'il va y avoir une dissolution, une disparition de l'Armada de Blainville-Boisbriand, je calme tout de suite tous les partisans de Blainville. C'est pas quelque chose qui devrait arriver. Et de toute façon, il y a un certain Joël Bouchard, je pense qui est bien connu dans ce coin-là, qui commence à refaire apparition dans le décor là-bas. Donc, il y a des choses qui pourraient se passer. On le sait à l'époque, là, Blainville aussi avait joué à une autre époque à Verdun. Il s'appelait le Junior de Montréal. Donc, tout pourrait arriver, mais si j'avais à mettre un vieux 2 en papier, je crois que si l'Armada est pour déménager, il va rester dans le coin de Montréal et peut-être déménager sur la rive sud. J'ai un petit fait anecdotique pour toi. Là, maintenant que tu me parles, anciennement, c'était le junior. Ça veut dire que c'était aussi le Rocket de Montréal? Non, du tout. Non? OK. Du tout. Le Rocket de Montréal, en fait, était une équipe d'expansion qui est arrivée fin 90 dans les Jeux majeurs du Québec et est déménagée ensuite à Charlottetown pour devenir le Rocket de Charlottetown. Et ensuite, ils sont transformés aux Highlanders de Charlottetown. Par contre, pour la petite histoire, dans ce segment historique, l'Armada de Blainville-Boisbriand, anciennement Junior de Verdun, et anciennement les Fog Devils de Saint John's, Terre-Neuve. Donc, eux aussi avaient été une équipe d'expansion à l'époque. Donc, voilà la portion historique de ma soirée. Eh bien, merci pour la petite histoire. Écoute. J'adore. Moi aussi. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais été voir un match du Rocket de Montréal parce que c'était dans Hochelaga Maisonneuve, donc dans le de Montréal. Puis, c'était pas une équipe très, très forte. Là, mais... Ils jouaient à l'Arena Maurice Richard et écoute, un de leurs seuls peut-être joueurs qu'on peut connaître de nos jours, c'est l'ancien numéro 40 du Canadien de Montréal, Maxime Lapierre. Donc,
Ouais, je pense aussi. Là. OK, ben écoute, merci beaucoup pour ta petite histoire historique. C'était très intéressant. On va commencer maintenant pour ce qui est des séries. Ben, en fait, on va commencer avec l'Est, la conférence de l'Est, qui est peut-être celle qui vous interpelle le plus, mes chers collaborateurs. On va commencer avec ce que j'ai entendu être comme étant une série pas du tout équitable. Québec qui va affronter Charlottetown. C'est Québec qui est... Okay. Donc, Québec, je vais te donner... Bon, PO t'a déjà parlé. On va y aller avec Gab. Québec, Charlottetown. T'en penses quoi? Québec en 4, c'est sûr. Là. Je pense que PO est d'accord avec moi là-dessus. Mais pour vrai, Charlottetown, ils ont seulement eu 2 affrontements entre eux là, depuis le début de la saison, étant donné la distance, justement. J'avais écouté le match du 29 janvier, puis ça avait terminé 2-1. Jacob Robillard avait fait un excellent match dans le filet. Il y avait eu 48 tirs, là, donc ça avait fini en prolongation, si je ne me trompe pas. Donc, ça avait été quand même un match assez intéressant. Mais là, ça ne se reproduira pas pendant les séries. Là. Charlottetown a vraiment de la misère. Il était dans le bas fond du classement au début de la saison jusqu'à, mettons, la moitié. Donc, honnêtement, je pense que c'est one way, là, cette série-là. Il n'y a pas d'espoir pour les Charlottetown. OK, puis de ton côté, PO, est-ce que Charlottetown, c'est un des clubs qui a vidé son club avant de rentrer en série, ça? Ben, écoutez, les Highlanders de Charlottetown ont participé à la finale l'an dernier, ont atteint le carré d'as auparavant à plusieurs années. C'est eux aussi une équipe, je dirais, surprise qu'ils soient entrés en série éliminatoire. Quand on le sait, ils ont eu un processus gagnant très, très long. Maintenant, il y a beaucoup de recrues dans ce club-là. Moi, de mon côté, je suis d'accord avec Gabriel. C'est un club qui, malheureusement, on va appeler ça une série pour de l'expérience. On va prendre de l'expérience chez les jeunes et on verra pour la suite. Présentement, de mon côté, le directeur général et entraîneur-chef Jim Moulton a fait un excellent travail. Par contre, tu l'as mentionné, Yves, écoute, présentement, Charlottetown, au prochain repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, il ne possède que des choix à partir de la 3e ronde. Donc, on va pratiquer. Donc, on va probablement s'enligner pour quelques années de misère là, du côté de l'île du Prince-Édouard, malgré qu'on a atteint la finale l'an dernier. Puis à noter aussi que si on regarde le classement général, c'est la première équipe qui est les remparts contre la 14e équipe de la Ligue. C'est vraiment loin au classement. On se souvient aussi, vu quelques saisons, que le slogan de Charlottetown était Protect the Bridge. Là, je pense que c'est plus Try to Survive. À regarder contre qui ils vont s'opposer. Ça va être très compliqué du côté des Highlanders. Vas-y, Bruno. Ben écoute, du côté des remparts de Québec, on le sait, là, c'est une grosse machine, c'est un rouleau compresseur, mais ce qu'il va falloir regarder, c'est du côté de l'état de santé des joueurs. Est-ce qu'on va être assez en santé pour l'ensemble de la première ronde? Là, je l'ai mentionné, ça devrait être, excusez-moi l'anglicisme, un walk in the park, une marche dans le parc en bon français. Mais les joueurs devront rester en santé du côté de l'équipe de Patrick Roy. C'était un gros problème à la fin de la saison. Plusieurs joueurs jouent avec des bobos. Ah, bon. Puis si on y va avec les prédictions... Puis à William Rousseau, s'ils perdent William Rousseau, on s'entend que les remparts, ça va mal aller. Là. Quentin Miller, il est peut-être bon, là, mais je suis pas sûre qu'il a toute l'expérience en main pour aller loin toute seule devant le filet. Là. Est-ce qu'il y a la santé fragile? Du côté de... Pas vrai. On n'est pas sûr, là. Mais bon, on va être honnête, là, du côté de William Rousseau, il y a d'autres équipes dans la Ligue qui sont dans cette situation-là. C'est clairement le joueur affiché numéro 1. Quentin Miller, pas qu'il est mauvais, mais est-ce que c'est le gars qui va t'amener en finale? Écoutez, je vais... En tout respect envers Quentin Miller, je crois que non. Mais bon, je peux me tromper aussi. OK. Puis si on y va maintenant avec vos prédictions, là, Gab s'est lancé 4-0. C'est toi, PO. Ben écoute, je vais pour cette série-là, je vais joindre ma collègue de Rimouski et dire Charlottetown va être défait en 4. OK, c'est bien parfait. Alors, Laurie.
J'ai envie de dire qu'il y a une petite prédiction. Moi aussi, je sors le balai du côté des remparts. Là. On y va pour un 4. Je crois que si je me souviens bien, Sam avait dit les remparts en 5 face aux Highlanders. Donc, donc les remparts de Sam qui dit en 5 dans mon cas. Il ne veut pas trop les surestimer. Patrick Roy a fait cette sortie-là parce qu'à la fin du calendrier régulier, justement, il avait dit qu'il fallait surveiller toutes les équipes contre qui on allait rentrer en série. Il fallait tous les redouter, mais écoutez, là, c'est de bonne guerre là, de la part de Patrick Roy. Moi, de mon côté, là, ce que je surveillerais surtout, c'est l'utilisation. Puis du côté des remparts, on va vouloir en finir rapidement parce que si on termine en 4, ça nous permet d'avoir plus de repos que les prochaines équipes qu'on va affronter. Donc, tout est un élément là, de stratégie. Là, puis là, si on passe à la prochaine série, il y a une de mes équipes préférées dans la LHJMQ, je parle bien des Moussets d'Halifax, qui affrontent les Screaming Eagles du Cap-Breton. P.O., on va commencer par toi. Que vois-tu dans cette série-là? Et là, écoute, du côté des Moussets d'Halifax, on parlait des Remparts de Québec comme étant une machine de hockey, mais les Moussets d'Halifax, c'est une machine offensive. Là. On connaît le fameux trio Josh Lawrence, Jordan Dumais et bien sûr leur troisième acolyte dont j'oublie le nom. Mais écoutez, merci, M. Doucet qui arrive de Val-d'Or. Donc voilà, et je crois que justement, c'est une machine de hockey très bien rodée. L'équipe qui est entraînée par Sylvain Favreau. Maintenant, contre les Eagles du Cap-Breton, une jeune équipe, on doit l'avouer, dont le défenseur Thomas Lavoie qui a été le premier choix du dernier encamp. Moi, de mon côté, écoutez, Cap-Breton qui est entraîné par John Goyens, je dis pas que c'est une mauvaise équipe. Par contre, je pense pas que c'est l'équipe qui va causer la surprise des séries. Halifax devrait avoir remporté la bataille de la Nouvelle-Écosse. Et Gab, dans cette série-là, c'est qui les joueurs qui seraient à surveiller dans cette série? Ben écoute, je pense qu'on va pas oublier Evan Van là, qui est du côté de voyons pas de Cap-Breton, pardon, mais de Cap-Breton, c'est bon. Mais vraiment un joueur qui a beaucoup de talent, qui est 90 points là, quand même depuis le début de la saison. Sauf que je trouve ça dommage pour lui qu'il n'ait pas eu sa chance d'avoir une coupe dans sa carrière junior majeure. Par contre, c'est sûr que c'est pas cette année en affrontant en plus Halifax. Ils ont des bons joueurs aussi. C'est une équipe de potentiel de futur, mais en ce moment, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait, ça va plus leur donner de l'expérience cette série-là. Donc aussi, Zachary Lheureux du côté d'Halifax qui va être à surveiller. On espère sincèrement qu'il ne va pas encore se ramasser les pieds dans les plats là, parce que il est bon là-dedans. Un tempérament bouillant. Si Zachary Lheureux ne fait pas de gaffe, Halifax va être chanceux, mais moi, je dirais de ne pas compter sur lui. Ils sont capables de se débrouiller très bien sans lui. Sinon, il y a aussi Mathieu Catafort qui est exceptionnel. Il y a eu quand même quasiment 1 point par match depuis le début de la saison. Il passe un peu inaperçu parce qu'il est quand même dans une équipe où il y a des joueurs qui font plus de 100 points, là, mais quand même, il est exceptionnel comme joueur aussi. Il faut le mentionner, là, du côté des Moussets d'Halifax, là, on a 2 lignes très puissantes. Et tu viens de parler justement là, de Mathieu Catafort, Marcus Vidicek et l'Européen Attilio Biasca qui composent la 2e ligne, ont quand même terminé respectivement à 80, 75 et 59 points chacun. Ce qui est exceptionnel. Donc, dites-vous que la première ligne à eux tout seuls, pour donner une idée, là, c'est près de 400 points à 3 joueurs. Donc, c'est toute une machine de hockey. Là. Okay. Puis ça m'amène à est-ce que vous voulez lancer des fleurs à notre ami Sam qui n'est pas là en ce moment et un certain Jordan Dumais qui a connu une saison exceptionnelle? Là? Écoute, Samuel Laberge doit être heureux de ce jeune joueur-là. Maintenant, je vais tempérer aussi les propos. C'est pas parce que tu en fais autant dans le junior que ça va être pareil rendu dans la LNH. Maintenant, Jordan Dumais a connu des saisons exceptionnelles. Ça, je l'enlève à personne.
Et on a parlé beaucoup du fait que les Moussets, c'est une machine offensive. Mais est-ce que la défense et dans les buts, on peut tenir le coup si on va loin dans les séries? Ben, je dirais que c'est un peu là ce que le bas blesse du côté des Moussets d'Halifax. On n'a pas. On a des défenseurs. Là, je regarde entre autres Jake Furlong, c'est un bon défenseur offensif, mais on n'a pas peut-être l'élément justement qu'on va arriver qui va avoir l'élément robustesse ou l'élément justement défensif qui va arriver, qui va surprendre. Maintenant, dans les buts, de mon côté, avant de céder la parole à Gabriel, c'est pas une source fiable. C'est pas un gardien de but, justement, là, qui a marqué la Ligue cette année. Non, vraiment pas. Moi, honnêtement, je pensais qu'il allait aller chercher un gardien pendant les fêtes, un peu comme Gatineau, qui était avec des gardiens potables, mais tu sais, qui, sans gardien numéro 1, n'allait pas se rendre loin en série. Ils ont eu la peine, mais moi, je pensais vraiment qu'il allait essayer de se chercher au moins un gardien qui fait plus. Ben, pas que leur gardien fait pas de sens, là, mais un gardien de plus d'expérience. Il faut mentionner Brady James et Mathis Rousseau. C'est pas 2 pieds de céleri, mais écoutez, là, messieurs, c'est pas la mer à boire non plus. C'est pas des gardiens de but qui vont voler un match, ça. OK. Puis si on y va maintenant avec vos prédictions, ça se finit en combien? On va commencer avec toi, Gab. Moi, j'ai dit Halifax en 4 aussi. Je pense pas qu'Halifax va se laisser marcher ses pieds par Cap-Breton. OK. PO, de ton côté, toi? Ben moi, pour faire plaisir ou non à mon ami John Goyens, je vais dire les Screaming Eagles, ou plutôt les Eagles, avant que je me fasse taper sur les doigts, les Eagles du Cap-Breton vont perdre en 5 parties. En 5 parties? Oh, okay. J'ai peur! 4-1 Halifax. All right. Par la suite, on va se tourner vers la Côte-Nord, puisque oui, les bons Dracars de Bécomo participent aux séries cette année. On va affronter Moncton. PO, j'ai pas le choix. Parle-moi de ça. Ben, écoute, une reprise des séries de 2019, alors que les deux clubs s'étaient affrontés. À l'époque, c'était le Drakkar qui était favori. Cette fois-ci, c'est Moncton qui l'est. 2 clubs qui ont terminé très près au classement dans la Ligue junior majeure du Québec. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Moncton 3e et Bécomo 6e. C'est même pas 10 points qui séparent les 2 clubs. Donc, c'est des questions de victoires, quelques victoires qui auraient pu faire la différence. Maintenant, ben, écoute, là, c'est 2 jeunes clubs. Du côté du Drakkar, on est peut-être à l'an 2 de la reconstruction. Du côté de Moncton, on ne vise pas cette année, on vise un peu plus l'an prochain et en 2025, mais encore une fois, ça devrait être une excellente série de hockey. C'est 2 équipes au style différent, mais j'ai bien hâte que la rondelle tombe là, du côté là, du Centre Avenir à Moncton. Puis de ton côté, toi, Gab, qu'est-ce qu'on va observer le plus proche là, dans cette série-là? Ah, ça va être une série vraiment intéressante, comme l'a dit PO. Là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gardiens du côté de Drakkar. Vraiment, là, j'allais dire de PO, là, mais ouais, du côté du Drakkar. Je ne suis pas propriétaire encore, malheureusement, donc... Mais Charlot est vraiment bon. Là. Moi, en tout cas, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Mais honnêtement, il y a plusieurs bons gardiens dans la Ligue cette année. Fait que, on va attendre ça souvent, des bons gardiens. Mais Bécomo a Justin Poirier aussi, qui a une bonne année recrue. 48 points quand même. C'est à souligner. Là, je pense que et il a quand même manqué 10 parties en plus. Là. Donc, ouais, il aurait pu 29 buts, 29 passes. 10 parties de moins que tout le monde. Imaginez s'il avait joué un cycle complet. 58 points. Non, c'est quand même. Et si on regarde le Drakkar, est-ce que ça faisait partie des équipes qui ont vendu du stock et qui ont fait les séries pareilles, ou on visait quand même les séries du côté de Bécomo? Vas-y en premier, Gabriel. Je pense qu'on visait les séries du côté de Bécomo, honnêtement. Peut-être pas d'aller loin, là, mais d'au moins d'en faire partie.
Ils ont quand même été chercher Charles-Antoine Dumont, là, qui est l'ancien capitaine des Voltigeurs de Drummondville, qui est un très bon joueur, sans être le joueur le plus spectaculaire, c'est un bon joueur. Donc, moi, je pense qu'ils visaient quand même. Ils n'ont pas fait. C'est pas l'équipe qui a fait le plus d'échanges dans le temps des fêtes, là, mais quand même. Écoute, du côté du Drakkar de Bécamo, je vais essayer de résumer ça parce qu'on pourrait passer une heure à parler seulement que d'eux. Mais du côté de Jean-François Grégoire, il avait avoué à Michael Lalancette lors de la période des transactions qu'il voulait changer l'ambiance dans la chambre. On a amené du leadership, tu l'as mentionné, Gabriel. Charles-Antoine Dumont est arrivé. On a amené un gars comme Marshall Lessard. On a fait quelques acquisitions qui peuvent paraître un peu surprenantes avec un Charles-Antoine Lavallée, le gros attaquant. Maintenant, ce qui est vraiment les échanges qui ont vraiment surpris tout le monde, le départ de Nathan Barry et le départ de Maël Lavigne. Bon, 2 jeunes de 17 ans. Comprenons le message de coach Grégoire par rapport à ça. Et bien sûr, il y a eu un échange qui, à mon avis, va être payant dans l'avenir. Olivier Adam et Andrew Belchamber qui sont partis du côté de Sherbrooke. Du côté du Drakkar, ça a permis à un gars comme Olivier Ciarlot de prendre le filet et de devenir le gardien de but numéro 1 qu'on s'attendait de lui. Puis là, si vous avez à y aller avec vos prédictions, on y va avec quelle équipe et en combien? OK. Ben... Écoutez, de mon côté, je vais prêcher pour ma paroisse. Alors, les Wildcats de Moncton perdront en 7 parties. Oh, OK. De ton côté, Gab? C'est là qu'on se sépare, Théo et moi. Je dis Moncton en 6, qui ont quand même avec eux Étienne Morin, qui est un très bon défenseur, et Oscar Pandowski, qui est un excellent joueur. Moi, on peut pas vraiment savoir pour Moncton. Ils ont quand même été dans une division assez faible cette année, donc c'est plus difficile de savoir leur vrai potentiel, mais je pense que Moncton va gagner. Parfait. Donc maintenant, allons voir si vous allez encore vous séparer sur la même page avec la prochaine série, celle de l'Océanique de Gab face au Saguenayen de Chicoutimi. Gab, tu es obligé de commencer. Que vois-tu dans cette série entre l'Océanique face aux Sags? Beaucoup de souffrance. Ça va être une série qui va être serrée, honnêtement. Les équipes, statistiquement parlant, sont pratiquement égales. L'Océanique a commencé hier à faire des comparaisons de leurs statistiques. C'est vraiment égal, vraiment peu de différence. Ils ont joué 7 parties, puis c'est 4 victoires, 3 défaites. 4 victoires pour l'Océanique, je tiens à le préciser. Donc, c'est vraiment serré. La machine offensive de... Oui, précise. La machine offensive de Maxime Nassé va... Il risque d'être la recrue offensive de l'année, honnêtement, selon moi. C'est pas mal écrit dans le ciel. Donc, c'est un joueur dont je me méfie un peu. Il marque contre l'Océanique tout le temps parce qu'il vient de Rimouski. Il aime ça marquer contre l'Océanique. Donc, c'est super. C'est dans son nom. Mais, ouais, c'est ça. Mais si on a la chance d'avoir un Patrick Amela en santé, qui joue bien et qui nous donne des matchs comme il l'a fait l'an dernier contre les Sea Dogs de Saint-Jean. C'est lui qui a gardé l'Océanique dans les séries. Sinon, il se serait fait éliminer un match de 40 arrêts, un blanchissage. Puis l'Océanique avait juste marqué un but, là, je tiens à le préciser, dans ce match-là. Et c'était un match où l'Océanique aurait pu se faire éliminer. Donc, avec un peu de chance, s'il continue à jouer comme ça, on devrait être chanceux, mais il y a plusieurs blessés aussi, donc j'ai un peu peur de ce côté-là. Mais c'est ça. Puis, P.O., si on regarde du côté des Saguenayens, l'année passée, 14e au classement général. Cette année, on monte 8e. On a vraiment commencé la saison vraiment désastreuse du côté des Saguenayens. Et plus la saison avançait, plus on a remonté la pente. Penses-tu que ce momentum-là peut les aider pour aller en série? Écoute, je me ferai pas des amis à parler de cette série-là, de 2 rivaux, l'Océanique et les Saguenayens. Par contre, je dois avouer une chose, c'est que du côté des Saguenayens, on a bien entouré nos jeunes cette année.
Écoute, Maxime Massé, on l'a mentionné tout à l'heure, devrait terminer comme étant la recrue offensive de la Ligue junior majeure du Québec. On a amené lors de la période des transactions un Thomas Desruisseaux qui a quand même terminé la saison avec 36 points. Donc, on a des bons jeunes qui poussent bien du côté des Saguenay, mais on a su bien les entourer. Et aussi, le premier marqueur de l'équipe, Henry Lochko, qui a quand même terminé 22 buts, 48 passes. Donc, c'est un bon mix. Du côté des Saguenay, par contre, le RIC, moi, ce que je tiens à souligner, c'est dans la cage. Écoute, Charles-Antoine Lavallée, le gardien de but cette fois-ci. Ouais. De mon côté, il peut être énigmatique, il peut sortir un excellent match, c'est un peu ce qui va faire la différence, mais de mon côté, je crois que malheureusement, les blessures de l'Océanique de Rimouski vont peut-être leur nuire dans cette série-là. Ouais, on en a beaucoup, là. Désolé pour toi, Gab, désolé. Est-ce que vous en avez autant que le Canadien? Écoute, il y a Canadien, l'Océanique, mais Canadien, oui, Canadien. Ouais. Mais on a Maël Saint-Denis qui est en béquille, donc on s'entend qu'il ne sera pas là en première ronde. Non. C'est impossible qu'il soit là. On a Mathis Aguilar qui, je ne sais pas, quand dans le monde il va revenir. Je ne sais même pas trop ce qui s'est passé avec lui. Liam Jacques, qui est une recrue, mais c'est une recrue importante. Et Mathis Gauthier, notre capitaine, qui n'était pas là dans les 2 dernières rencontres. Ça va pas. OK. Du côté de l'Océanique, c'est les joueurs de 20 ans qui ont un peu traîné le club. Là. Dumoulin, Véro, qui ont vraiment terminé en tête de liste dans les marqueurs. Puis Gabriel l'a dit, c'était une saison vraiment spéciale. Oui, effectivement, Xavier Filion aussi. C'est une équipe là, qui, avec les blessures, a réussi quand même tant bien que mal à bien situer, causer des surprises. C'était pas le fun de jouer contre l'Océanique cette saison. Malgré le fait que, bon, je vais lancer une petite flèche à mes amis du Bas-Saint-Laurent. Du côté du Dracon, on avait du fun à jouer à Rimouski. On s'amusait d'ailleurs à remporter. Gabriel qui a perdu quelques paris contre moi grâce à ça. Donc, Ouais. OK, ben c'est de bonne guerre. Moi, je suis curieux de savoir votre opinion parce que là, j'ai écouté des entrevues puis on disait que c'était peut-être une des séries qui allait être les plus intéressantes à suivre parce que ces deux équipes, semble-t-il, qu'il y a une bonne rivalité puis qui sont relativement proches. On est d'accord là-dessus, oui? Oui, tout à fait. Oui. Parfait. Alors, si on y va maintenant avec vos prédictions? Écoute, je te laisse Gabriel commencer. Ben oui. Ben moi, j'ai dit Chicoutimi en 7. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Je ne suis pas confiante vraiment. OK. En termes de fans, hein? Ça. On salue les l'Océanique. Je vais perdre ma carrière du national, moi, là. Oh, chouette. De ton côté, PO, on y va avec qui? Ben, écoute, pour la raison des blessures que j'ai mentionnées tout à l'heure et parce que ça m'importe peu qui gagnera, je veux qu'ils perdent les deux, mais de mon côté, je mentionne que l'Océanique de Rimouski perdra en 6 parties. OK, fait qu'on y va avec Chicoutimi 4-2. All right, maintenant, on change de bord, puis on s'en va du côté de l'Ouest. Du côté de l'Ouest, on a peut-être une des équipes prétendantes le plus pour ce qui est de la Coupe du Président. Sherbrooke va affronter une des équipes qui n'est pas du tout prétendante à la Coupe du Président. Je parle de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors, est-ce que tu veux ouvrir le bal de ton côté, Gab, pour ce qui est de Sherbrooke contre Blainville-Boisbriand? Hey, on suit Joshua Roy, hein? Oh oui, Joshua Roy, écoute, tellement une grosse saison encore. Il fait des grosses saisons d'année en année, là. C'est tout simplement une machine offensive incroyable. Mais j'ai regardé les statistiques, le nombre de victoires et de défaites, et malheureusement, Blainville n'a aucune victoire contre Sherbrooke. Salut Guillaume, d'ailleurs, on salue Guillaume. Oui, salut Guillaume. Honnêtement, ils ont des machines devant le filet, là, deux gardiens exceptionnels, Louis Adam et Samuel Saint-Hilaire. On salue Bécomo du côté de Théo. Ça nous fait plaisir, Sherbrooke. Louis Adam, exceptionnel. Samuel Saint-Hilaire, une recrue exceptionnelle aussi. Pour ce qui est du côté défensif de Sherbrooke aussi, on a Tyson Hines qui est, selon moi, c'est
il s'est tellement amélioré cette saison. Ça a été un gros joueur l'an dernier, mais honnêtement, sa courbe est fulgurante. Ça a fait juste monter. Depuis le championnat du monde, il a vraiment pris beaucoup de confiance. Sincèrement, Blainville va avoir de la difficulté à les affronter, mais je dirais pas que c'est impossible, par contre. Pas qu'ils gagnent, là, ils vont pas gagner, mais je pense pas que ce soit possible. Impossible. Je pense pas que ce soit impossible qu'ils gagnent au moins un petit match. Là. Bon, écoute, moi, je dis ça, je dis rien. J'ai été voir un match, ils ont affronté les Olympiques de Gatineau, puis ils ont quand même amené ça en tir de barrage. Tout est faisable. C'est ça. Mettons, PO, qu'on va maintenant du côté de la théorie du complot, puis qu'on se dit que c'est quoi les forces de Blainville qui pourraient affronter Sherbrooke? Première des choses, je salue notre ami Guillaume Dalpé, qui est un fan du côté de l'Armada. Écoute, du côté de l'Armada, on a un joueur qui pourrait faire la différence, qu'on appelle Jonathan Fauchon. Bon attaquant. Oui, exact. Et aléatoirement, écoute, on a quelques autres joueurs. Xavier Sarrazin qui a quand même connu une bonne saison, Michael Denis, James Swan. Par contre, c'est pas... bon, je vais être honnête, c'est pas une machine de hockey que je m'attends à arriver en série. Par contre, est-ce qu'ils peuvent tenir tête au Phoenix de Sherbrooke? Écoutez, Gabriel l'a dit tout à l'heure, je pense que c'était un peu plus difficile. On a un gardien de but, par contre, en Charles-Édouard Gravel, qui pourrait être quand même un élément clé. Maintenant, comment est-ce que ça va se tramer? C'est une machine qui est le Phoenix de Sherbrooke contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Écoutez, je pourrais aller mettre des chapelets à l'église tout à l'heure pour Guillaume ou peut-être... On va prier pour lui. Ouais, écoutez, peut-être brûler un cierge, mais... ouais, j'en ai un, je vais le faire pour Guillaume. Même si je porte le noir ce soir, ce n'est pas pour encourager l'Armada. Alors, on est tous en noir. On est tous en noir. C'est vrai, on est tous en noir. C'est un noir deuil parce que l'Armada perdra. Mais si on regarde ça, en début de saison, du côté de l'Armada, j'ai eu la chance de travailler avec eux, mais en début de saison, on fait l'acquisition de Josh Lawrence. On va chercher des gros morceaux. Zachary Cardinal est arrivé l'année passée pour envoyer l'équipe en série. Finalement, la sauce n'a pas bien pogné. On échange Cardinal, on échange Lawrence. On va chercher plusieurs choix de repêchage. On met la main sur un joueur des Huskies que je me souviens plus le nom, malheureusement. Fontaine, oui. Ouais, les jeunes. Oui, Justin Charbonneau et, excuse-moi, le deuxième, c'est Théo Lemieux. Je m'excuse, je me trompais avec Fontaine, mais bon, voilà. Et en gros, à date limite de transaction, c'est comme si l'Armada lançait la serviette sur cette saison, même avec la mentalité de Bruce Richardson, qui est une équipe, on va s'entendre, de grinder. Notre but, c'est intense et tout ça. On réussit à retourner dans les séries. Et pour vous, vous voyez ça comment? Ben écoute, l'Armada est rentré dans les dernières positions pour rentrer en série éliminatoire. Maintenant, tu l'as mentionné, le pain n'a pas levé du côté de Blainville. C'est carrément ça. On avait une belle équipe. Lors du spécial transaction, Guillaume Dalpé en avait parlé. Je pense qu'on a pris une décision. Au lieu de peser sur le gaz, on a peut-être pris la sortie peut-être pour aller faire du jardinage ou peut-être aller prendre un temps de repos. Mais du côté de Blainville, on rentre en série. Bon, écoutez, je ne serai pas original dans mes propos. Ça sera une série d'expériences pour les jeunes et on verra pour les prochaines années. Je me souviens que quand Guillaume m'en avait parlé, il savait comme pas tant qu'est-ce que l'équipe faisait à la date limite. Il était pas convaincu. Si, mettons, on y va avec les prédictions maintenant. Alors, regarde, tu as l'honneur de lancer en premier. Prédiction Sherbrooke en combien? J'ai dit Sherbrooke en 5. En 5. J'ai espoir que Blainville gagne un match. OK. Ben, c'est très bien, c'est très bien. De ton côté, PO, on y va avec quoi? Blainville perdra en 4, mesdames et messieurs. OK, on y va avec 0-4. Parfait. Et maintenant, si on s'aventure dans l'autre série, les Sea Dogs de Saint-Jean n'affrontent pas n'importe qui. Ils affrontent les Olympiques de Gatineau, la machine
de hockey de Louis Robitaille après la date limite des transactions. Gab, on va commencer par toi. Riley Kidney, on s'entend qu'il a apporté beaucoup offensivement aux Olympiques. Depuis qu'il est arrivé, c'est quasiment 2 points par match pour Kidney. Puis il se trouve avec un gros trio qui a été formé à Noël, donc avec Nadeau et Gendron. C'est un trio extrêmement une machine offensive, là, sérieusement. De plus en plus, ils vont jouer ensemble, plus qu'ils vont être dangereux. Honnêtement, moi, je suis impressionnée par ce trio-là. Et Kidney va sans l'ombre d'un doute être un joueur qui va faire mal à St. John's parce que c'est Kidney, là. Et puis aussi, il y a Luno. Il y a Luno à surveiller, là. Luno qui est vraiment lui aussi, je disais tantôt, un joueur qui avait sa courbe augmentait, cette année, lui aussi, Luno, ça a apparu son camp avec les Ducks. Il est revenu complètement changé de là-bas. Vraiment un joueur qui va faire mal lui aussi. L'équipe en entier, avec Lapena en plus devant le filet, qui a quand même de l'expérience en séries éliminatoires là, pour sa part lui aussi, le final de l'année passée. Bref, ça va être vraiment une série qui va être difficile pour St. John's et j'ai pas trop d'espoir non plus. Et PO, si on regarde au classement, on s'entend, St. John, son 15e, si je me souviens bien, c'est la dernière place pour les séries, si je ne me mélange pas. Est-ce qu'on s'attend à un walk in the park pour les Olympiques ou St. John peut peut-être compétitionner un peu avec les Olympiques pendant la série? Écoute, du côté des Olympiques de Gatineau, il y a le facteur blessure. Il y a eu beaucoup de blessés au courant de l'année. Olivier Nadeau a rien que pu jouer la deuxième moitié de la saison. On le sait. Noah Warren, présentement, est blessé, vient de se faire opérer à l'épaule. Tristan Luneau a eu quelques blessures. C'est l'élément qui m'inquiéterait chez l'équipe de Louis Robitaille. Maintenant, si on rapporte ça du côté là, des Sea Dogs de Saint-Jean, présentement, le meilleur joueur, écoutez, c'est les joueurs les plus vieux. On parle de Brady Burns et Peter Reynolds, deux joueurs qui ont remporté la Coupe Memorial l'an passé avec l'équipe. Et dans les buts, écoutez, là, c'est Vladislav Shingarov qui a défendu tant bien que mal la cage là-bas au courant de l'année. On est rentré fin dernier. On a causé une surprise du côté des Sea Dogs. Est-ce qu'on va vouloir causer une surprise aussi? Probablement. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va battre la grosse machine des Olympiques de Gatineau, qui est très bien huilée. Et on parlait tout à l'heure d'une série qui, stratégiquement, devrait se finir rapidement pour Québec-Charlottetown. Je souhaite pour les Olympiques de Gatineau qu'ils terminent rapidement pour aller mettre de la glace et prendre un bain chaud pour se reposer. En effet, aussi, c'est une série que j'ai trouvée qui était géographiquement terrible. Là. On part d'un bout à l'autre du Québec. Ouais. Question aussi de mentionner la participation d'un joueur qui a déjà été sur le podcast à la Coupe, Alexis Gendron, qui a connu un bout de saison vraiment exceptionnel du côté de Gatineau. Écoutez, un buteur né, ce gars-là, Gab, si on va de ton côté, son impression est plus que bonne pour son petit extrait qu'il y a eu avec Gatineau. Ah oui, ben c'est ça, comme j'ai mentionné, là, il joue avec Kidney et Nadeau. Ce trio-là, j'ai pas les statistiques devant moi, là, mais honnêtement, c'est le trio de l'heure après le trio, mettons, Dîner et compagnie. C'est un gros trio qui ne fait que marquer des buts, qui des passes, etc. Vraiment. Moi, sérieusement, je serais pas prête à miser contre eux. Là. Donc, oui, Gendron fait vraiment bonne impression. T'es pas la seule. J'ai écouté une couple de personnes. Écoute, les Olympiques de Gatineau, là, c'est une machine offensive mais défensive. Là. Tellement une machine que même leur gardien de but, Francisco Lampeda, a terminé la saison avec 2 passes. Donc, tu sais, il n'y a personne qui a fini avec aucun point là-bas. Là. Donc, on est équipé pour veiller tard. Les additions de Cam McDonald, Alexis Brisson, Francisco Lampada et bien sûr d'un certain Riley Kidney
ont aidé beaucoup. Attendez-vous que justement, là, ça va rouler. Et rapidement, PO, on s'entend que Gatineau et Saint-Jean, c'est vraiment loin d'être à côté. Est-ce que dans ce cas-là, dans les séries, on fait un 2-2-2-2 pareil ou ça devient un 2-3? Écoute, du côté de la Ligue junior majeure du Québec, il y a une règle par rapport aux distances. Écoute, d'entrée de jeu, je vous avais dit en erreur tout à l'heure, c'est plus de 600 km. Mais pour vous rassurer, lorsqu'on dépasse une certaine distance, les séries tombent donc en format 2 parties, 3 parties dans l'autre équipe et 2 autres parties. Donc, dans cette série-là, écoute, le Gatineau qui est la porte d'entrée du Québec à l'ouest et Saint-Jean qui est au milieu du Nouveau-Brunswick, on s'entend là, que ce n'est pas une marche ou une ride de bicyclette. Donc, on va se rendre du côté des deux équipes. On prendra l'avion pour se rendre de part et d'autre du côté de Gatineau et de Saint-Jean, tout comme Moncton et Bécamo le feront aussi. Donc, ça va être des séries quand même intéressantes à suivre. Et si je ne m'abuse pas, Québec et Charlottetown seront aussi en format 2-3-2. Donc, oui. On volera dans la Ligue junior majeure du Québec de la prochaine ronde. Parfait. Et maintenant, on y va avec les prédictions. Donc, PO, toi qui as fermé le bal, tu y vas avec Gatineau en combien? Alors, Saint-Jean perdra en 4. Gab, on y va aussi en 4 aussi? Oh oui, en 4 aussi. Beaucoup de coups de balai dans ce premier tour. Hein? Oui, il y en a une couple, en effet. All right, là maintenant, on va y aller avec une série que, bon, j'ai eu un certain coup de charme avec certains joueurs qu'on a rencontrés au cours de l'année, dont entre autres le capitaine Maxime Pellerin, Victoriaville qui va affronter un autre coup de charme que j'ai eu lors de ma première saison, qui est Maverick Lamoureux qui était venu sur le podcast à la Coupe chez les Voltigeurs de Drummondville. On a une série qui, semble-t-il, devrait être parmi les meilleures. On a un coach qui est plutôt imposant d'un côté. Alors, qui veut ouvrir le bal concernant Victoriaville-Drummondville? Parfait, PO, vas-y. Écoute, une série, la série de la poutine, on va l'appeler comme ça. Oui, c'est vrai. Messieurs et madame, on sait, Victo et Drummond se combattent la poutine alors qu'on sait très bien qu'elle vient de Warwick. Bon, ceci pour dit, l'origine, je comprends. Et voilà. Merci. Maintenant que j'ai fait mon intermède culinaire, j'y reviens à dire que, bon, Victoriaville était, à mon avis, l'équipe surprise de la saison, une équipe Cendrillon qui a très bien fonctionné. Du côté des Voltigeurs de Drummondville, écoutez, c'est une saison de déception. On ne se mentira pas. Changement d'entraîneur, départ du directeur général. On a par contre Éric Bélanger qui est arrivé, qui a fait la différence, a quand même réussi à vendre son plan aux joueurs en fin de saison. On parle pour des athlètes qu'il faut piquer, dont atteindre son sommet de talent au bon moment. Du côté des Voltigeurs, je crois que justement, on vient en train de l'atteindre. Du côté de Victoriaville, maintenant, on a très bien fait au courant de la saison. On a un bon duo de gardien de but. Donc, sans trop en donner, parce que je vais laisser Gabriel parler, là, on va avoir une très belle série. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a eu également dans le rêve LNH Gabriel Degg, gardien de but du côté de Victoriaville. Alors, de ton côté, oui, il était cute, le jeune. Alors, de ton côté, Gab, toi, cette série-là, qui est une série qui devrait être des plus enlevantes, c'est quoi ton feeling? Ben, moi, je mise aussi sur du côté de Victoriaville sur leur défenseur Frédéric Brunet qu'ils ont acquis lors de la période des transactions. Et oui, j'avais pas le choix d'en parler. Un ancien de l'Océanique, notre capitaine en début de saison. Donc, vraiment, lui, là, je l'ai vu jouer avec l'Océanique et je l'ai vu évoluer. Il a tellement pris du poil de la bête. Sincèrement, c'est vraiment un défenseur extraordinaire qui, ça a paru ses expériences dans les camps de la LNH. L'année passée, il avait fait son camp avec les Panthers de la Floride, si je ne m'abuse, avant d'être repêché cette année par les Blues de Boston. Donc, vraiment, Frédéric Brunet a fait beaucoup de points aussi depuis son arrivée à Victoriaville. Donc, toute la saison, mais surtout depuis son arrivée à Victoriaville, c'est vraiment un pilier pour l'équipe. Et les deux gardiens de but, évidemment,
tout le monde en a parlé cette saison. Je suis pas sûre si Gabriel Beck va tellement faire des matchs, mais ceci dit, il va quand même avoir l'expérience d'être à côté et de vivre la pression des séries éliminatoires. Pour ce qui est de Drummondville, une chose que je dirais qu'il faut faire attention, c'est l'amoureux d'éviter le banc des punitions. Il y a quand même, c'est un joueur qui est très bon pour avoir des punitions, l'amoureux, et faire des coups assez à désirer. Donc, il en a fait une coupe cette saison quand il est revenu de sa blessure. Et je pense que c'est à surveiller. Il était dans les. Il y a un bout de temps où lui et Gaucher il était quand même dans ceux qui avaient le plus de minutes de punition. Mais là, ils ont baissé un peu. Je pense qu'ils sont calmés un peu. Mais quand même 62 minutes de punition depuis le début de la saison. C'est mon petit coyote. Okay. Ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parfait. Alors, si on y va maintenant du côté des prédictions, est-ce que tu veux te lancer en premier, Gab? On y va. Tu as l'air d'être assez vendu. Je sais pas. Vas-y. Ouais, je dirais Victoriaville en 6. Je crois que Drummondville peut très bien donner du fil à retordre à Victoriaville, là, mais je pense sincèrement que Victoriaville va gagner. Et de ton côté, PO, toi, on y va pour? Ben écoute, ça va être une série de gardiens de but entre Riley Mercer de Drummondville et Nathan Darvaux de Victoriaville, mais je prédis une victoire de Victoriaville en 6 pour une seule chose, c'est qu'ils ont un jeune homme qui s'appelle Pierre-Olivier Roy. Ouais. Parfait. Alors maintenant, ils vont en Abitibi, mon cher. Exact. Maintenant, si on s'aventure dans la dernière série, les Huskies de Rouyn-Noranda affrontent, si je ne m'abuse, les derniers champions en titre de la Coupe Gilles Courteau maintenant, des Cataractes de Shawinigan. Que voyez-vous dans cette série-là? Est-ce que les anciens champions peuvent continuer leur chemin en série ou les Huskies vont barrer la route? Écoute, s'il y avait une équipe à dire que justement, là, c'est une équipe, une organisation fiable depuis les dernières années, je donnerais cette médaille, ou peu importe, aux Huskies de Rouyn-Noranda. On sait très bien, on a gagné en 2016, en 2019, on arrive en 2023, on a bien rechargé l'équipe, on a des bons joueurs. Écoute, Tristan Allard qui est là, qui a bien fait, l'Européen Daniel Bourrache, Dylan Gill, Louis-Philippe Fontaine, et aussi une recrue qui a bien fait au courant de la saison, Bill Zonon. Écoute, du côté de mon avis, Rouyn-Noranda a une longueur d'avance sur les Cataractes de Shawinigan. Ce n'est pas une équipe qui est mauvaise non plus. Un jeune Félix Lacerte qui a quand même connu une très bonne première saison dans la Légion majeure du Québec. Deux bons jeunes défenseurs avec Isaac Ménard et Jordan Tourigny. Mais moi, de mon côté, Rouen a une longueur d'avance. Et si on y va maintenant de ton côté, ton analyse que tu en fais, Gab? De mon côté aussi, les Huskies ont une longueur d'avance. Moi, les Huskies, c'est ma deuxième équipe. Là. Je les adore de tout fond de mon cœur. Et ils ont avec eux Édouard Cournoyer aussi, un ancien des Remparts de Québec qui a beaucoup d'expérience derrière la cravate. Et aussi Thomas Couture qui a quand même, dans les buts, qui a quand même été loin l'an dernier. Là, on s'entend, il a été à la Coupe Memorial. Donc, Thomas Couture a de l'expérience et avec lui un gardien de but de qualité. C'est une recrue qui a beaucoup de talent, Kyle Hagen. Honnêtement, moi, je pense que... écoute, là, c'est un ancien joueur de l'Océanique. Quel hasard! Ouais. Je le vois. Je ne sais pas, là, messieurs, s'il y a un compliment à faire sur un autre joueur, c'est qu'il est passé à Rimouski. Ok, je comprends. Non, mais sincèrement, c'est une équipe jeune. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue en ce moment. Même leur coach est jeune et ils ont vraiment... je ne sais pas trop ce qui s'est passé cette année avec eux, mais vraiment, ils ont suivi le plan de match à la lettre et vraiment, je pense que Rouyn-Noranda est une équipe à surveiller pendant les séries qui vont peut-être causer des petites surprises, selon moi. Shawinigan ont beau avoir quelques bons joueurs, comme Théo a dit, là, même Canonica, là, qui a eu 51 points cette saison, mais je pense pas que ce soit une deuxième année
magique pour Shawinigan. Et maintenant, si on va du côté des prédictions pour la dernière du premier tour, qui voyez-vous gagnant de cette série-là? On va commencer par toi, Gab. Moi, j'ai dit Rouyn-Noranda en 6. Ils ont eu des affrontements quand même serrés cette saison. 2 victoires, 2 défaites de chaque côté. Donc, je me dis que ça risque d'être une série qui ne soit pas nécessairement facile, mais qui va être à l'avantage de Rouyn-Noranda. Et de ton côté, PO? Ben, écoutez, je vais joindre ma parole à celle de Gabriel. Je crois que la meute de Rouyn-Noranda devrait l'emporter en 7 parties, par contre. Je crois que du côté de Shawinigan, ça va être le chant du cycle pour le gardien de but de 20 ans, Antoine Coulombe. Il va champion de la Coupe du Président l'an dernier. On va vouloir peut-être surprendre quelques-uns. Donc, en 7 parties pour Rouyn-Noranda. Si je regarde le portrait général, on s'entend que vous êtes d'accord sur presque toutes les séries. Ouais, Presque. Presque toutes. Presque. OK, on va s'attacher au fait que Moncton-Bécomo, vous n'êtes pas d'accord. Puis c'est ça. On aurait pu débattre pendant des heures. Gabriel m'aurait pas donné le point, mais bon. OK. Puis sinon, moi, avant qu'on se quitte, là, je veux juste parler très rapidement. Une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de parité dans cette ligue-là. Hein? Cette année, bon, on a eu. Non. Parce que, tu sais, je regardais là, justement le 3-4, la série de Rouyn-Noranda-Shawinigan, on passe de 81 points à 63 points, alors que c'est censé être des équipes proches. Puis c'est quand même, c'est distancé. C'est un bon gap. Puis le gap qu'on avait parlé. Ah, vas-y, Gab. Mais le sommet du classement aussi, cette saison, tu sais, l'an dernier, les Remparts étaient vraiment vus comme l'équipe qui allait gagner. Cette saison-là, c'est vraiment le sommet du classement. Les 5 premières équipes, c'est quand même assez serré. Là. C'est pas la même game que l'an dernier. Là. Hey, du côté de l'Est, on passe première position 109, deuxième 107, troisième 74. Ça... Ouais. Ça montre l'état des forces aussi, là, que le carré d'as qu'on devrait avoir à Halifax, Gatineau, Sherbrooke et Québec, c'est un bloc entier qui est très fort. OK. Fait que là, on y va. Écoute, on fait pas le bracket de toutes les séries. Je vous demande juste rapidement, là, votre finale, vous alliez y aller avec qui? Mettons qu'on commence avec PO. Écoute, je l'ai dit lors du marché des transactions, j'ai observé ça du coin de l'œil. De mon côté, je persiste et je signe. J'aimerais une série West-West, Sherbrooke, Gatineau. Je sais pas si c'est possible encore, mais Gatineau, Sherbrooke. OK, ça serait une méchante série finale, ça. De ton côté, Gab? Oui. Moi, je serais portée à dire Halifax et Sherbrooke. Ouais. Ah, Québec, il ne survit pas. OK. Non, moi, Halifax va te choquer. Je l'ai déjà dit là, dans un autre podcast et je le redis. OK, c'est bon. Le message est un peu plus clair. On salue Sam Laberge. Théo, d'accord. Sam Laberge qui est quelque part sur la 20 présentement, puis que, écoute, il va nous écouter plus tard, mais. Et ça aussi! All right, ben écoutez. Sam aussi avait dit que Québec allait être choqué, donc. Aïe, vous lâchez vos équipes. Je trouve ça rare à soir, là. Wow! Ah, Seigneur. OK. Non, minute. C'est du millage, je comprends. C'est du millage. de Sanic et des Remparts. En fait, PO a misé sur le raccord. Il y a Gab qui a lâché. Puis, en tout cas, bref. C'est tout le temps qu'on avait, mais écoutez, on va se redonner rendez-vous pour la prochaine ronde. D'ici là, je vous souhaite une bonne première ronde des séries éliminatoires, gang. Amusez-vous tout plein et un grand merci d'être passé ce soir. Ciao. Merci. Alors, Loric, des séries de la LHJMQ qui risquent d'être très intéressantes. Toi, est-ce que tu veux te risquer pour une finale? Écoute, j'aime bien la finale avec les Moussets d'Halifax. Pour moi, c'est peut-être l'équipe à suivre. Maintenant, je regarde ça. Peut-être, je ne sais pas si c'est possible, mais une finale Moussets olympiques. Selon moi, on pourrait s'attendre à ça. J'irais peut-être avec les Olympiques comme gagnants, même si mon cœur dirait les Moussets. OK. Moi, j'avais dit à la date limite, les Tigres de Victoriaville, je reste avec.
Parfait. Oh! C'est un bon take. Alors, un très grand merci, Loric, d'avoir été là et je te souhaite une belle fin de soirée. Ben, c'est un plaisir. Bye bye. Alors, pour vous, je vous rappelle que cet épisode-là va être disponible en rediffusion et ce, dès cette fin de semaine sur nos différents réseaux sociaux. Je vous dis un grand merci d'avoir été là et on se revoit très prochainement. Bye bye.